Bonjour à tous. Madame Ergueli, vous Alors, avez la parole. bonjour à tous, bonjour à ce troisième rendez-vous du pharmacien manager. Juste pour mémoire, je vous rappelle que ça se tient toujours la dernière semaine du mois. Alors, je vous invite d'ailleurs à aller sur la plateforme, à visiter les diverses rubriques, les ateliers de formation, les capsules d'experts sur les démonstrations des bons usages de certaines formes galéniques ou de thérapeutiques, les tableaux de bord financiers des officines et de gestion. Il y a également une rubrique base de données, des capsules de démonstration d'éducation thérapeutique, de bon usage pour les patients sur les traitements. Vous trouverez également une bibliothèque digitale qui va comporter tous les documents juridiques, des documents fiscaux, des documents professionnels, des documents de CMSS, enfin énormément de documents qui vous serviront dans votre pratique quotidienne. Bien évidemment, ce que vous retrouverez également, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, les webinaires, et qui sont autour de thèmes scientifiques d'actualité ou autour de thèmes professionnels d'actualité. Alors, il y a également l'espace partenaire des laboratoires où vous pouvez trouver les offres promotionnelles, les nouveaux produits. Pour revenir donc à notre webinaire d'aujourd'hui, qui est la dépendance aux psychotropes au Maroc et le rôle du pharmacien d'officine. On verra qu'on ne va pas se contenter du rôle du pharmacien d'officine, mais également que dans l'officine, c'est toute une équipe. C'est tout à fait dans l'actualité, nous ne l'avons pas fait exprès, mais c'est le 31 mai, c'était la journée mondiale sans tabac, qui fait partie des addictions. Le pharmacien qu'on vient de nous montrer aujourd'hui, qui a été arrêté à Fès et qui est soupçonné d'être dans un réseau de trafic de médicaments psychotropes. L'économiste du 26 mai, tout récemment, qui a fait les gros titres sur une grosse saisie de psychotropes au niveau de Casablanca. Et enfin, ce à quoi nous avons assisté ces 2 jours, c'est toute la campagne médiatique autour des ordonnances sécurisées. Et donc, on est totalement dans l'actualité, sans compter le projet relatif au cannabis thérapeutique qui a été présenté et adopté au niveau donc, de la première chambre. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de voir l'ampleur du problème dans notre pays, en comparaison d'autres pays, comment sont prises en charge les toxicomanies dans notre pays, et notre place dans ce réseau éventuel qui est à construire ou qui est peut-être construit de manière de... Et pour ce faire, nous avons aujourd'hui 2 experts reconnus au plan mondial. Et donc, nous avons cette chance. Le déroulement de ce webinaire, dans une première partie, sera fait donc avec le professeur Benhamar, que je vais vous présenter, et il sera relayé par le professeur Jaled Sofer, et je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout de ce webinaire extrêmement important, à poser vos questions, à faire part de vos préoccupations, à nous interpeller pour qu'on puisse essayer de partir éventuellement sur quelque chose à construire avec le professeur Jaled Sofer et avec notre confrère du Canada, avec leur expertise. Professeur Benhamar, je vous présente, si vous le permettez. Vous êtes un confrère pharmacien, spécialiste en biologie clinique et pharmacologique. Les confrères de Toulouse se souviennent de vous, je me souviens très bien de vous. Vous avez été diplômé à l'université Paul Sabatier de Toulouse, en France. Vous êtes actuellement et vous êtes aussi diplômé de l'université de Montréal. Alors, vous êtes professeur de pharmacologie et de toxicologie à l'université de Montréal, ce poste que vous assumez depuis 1980. Vous êtes également chercheur en psychotropes, co-auteur de 25 livres et de multiples communications, publications scientifiques autour des psychotropes, du cannabis, de l'alcool, donc, et autres substances psychoactives. Actuellement, vous dirigez aussi un diplôme d'études spéciales en toxicomanie. À vous la parole pour essayer de nous rappeler un certain nombre de concepts, de définitions, de manière à ce que les gens sachent de quoi on va parler aujourd'hui et partent sur les mêmes bases. De la définition des psychotropes. Alors la régie, voilà. Si vous voulez, le psychotrope ou la substance psychoactive veut dire la même chose. Le psychotrope est une substance qui agit sur le psychisme d'un individu en modifiant son fonctionnement mental. Alors, selon le psychotrope, elle peut entraîner des modifications aussi bien au niveau des perceptions, de l'humeur, de la conscience,
du comportement et de diverses fonctions physiques et psychologiques. Alors, la classification des psychotropes que j'utilise, je me suis basé à partir des travaux de Delay et d'Henniker en 1960, donc qui utilisaient les termes psycholeptiques, psychoanalytiques, etc. Et nous distinguons actuellement 5 grandes catégories de psychotropes. D'abord, les dépresseurs du système nerveux central. Alors, nous avons l'alcool, les anesthésiques généraux, les anxiolytiques sédatifs et hypnotiques, le gamma-hydroxybutyrate ou GHB, qui est la drogue de viol, qu'on utilise au Québec quelquefois, les opioïdes et les substances volatiles. Dans la deuxième catégorie, nous avons les stimulants du système nerveux central. Alors, nous en avons 4 grands types de substances. Par ordre décroissant de puissance, nous avons les plus puissantes qui sont les amphétamines, ensuite la cocaïne, ensuite la caféine et finalement la nicotine qu'on retrouve dans le tabac. Alors, les 2 premières, les amphétamines et la cocaïne, sont considérées comme des stimulants majeurs, alors que la caféine et la nicotine sont des stimulants mineurs. Dans la troisième catégorie, nous avons les perturbateurs du système nerveux central. Alors, bien sûr, le cannabis qui est à la mode actuellement au Maroc et dans le monde, et les hallucinogènes, les principaux sont la kétamine, le LSD, la méthylène dioxyméthamphétamine, encore appelée ecstasy, la mescaline, la phencyclidine ou PCP, et la psilocybine qu'on retrouve dans ce qu'on appelle les champignons magiques. Dans la quatrième catégorie, nous avons les médicaments psychotropes, donc essentiellement les antidépresseurs, les antipsychotiques et les stabilisateurs de l'humeur qu'on utilise dans la maladie affective bipolaire. Et finalement, nous avons les androgènes, les stéroïdes anabolisants, qui sont considérés aussi comme des psychotropes, puisqu'ils ont des propriétés sur le système nerveux central. Et au Canada, toutes ces substances sont régies depuis 1997 par la loi réglementant certaines drogues et autres substances, qui a 8 annexes. Bien, la pharmacodépendance. On définit la pharmacodépendance comme étant un état d'adaptation qui résulte de l'usage périodique ou continu d'une ou plusieurs substances qui va créer des besoins physiques ou psychologiques ou les deux. D'où la distinction entre dépendance psychologique et dépendance physique. Alors, en résumé, qu'est-ce que c'est la dépendance psychologique? C'est que quand on prend un psychotrope, il va produire des symptômes psychologiques qui vont provoquer une préoccupation émotionnelle et mentale qui va faire en sorte que la personne a besoin de reprendre la substance et donc il va avoir un désir presque compulsif ou obsessif qu'on appelle en anglais le craving pour reprendre la substance. Et donc, c'est tout simplement la pulsion que le consommateur va utiliser pour prendre la substance de façon continue ou périodique pour retrouver ses effets psychologiques. Pour ce qui est de la dépendance physique, c'est que le psychotrope va créer une habitude, des perturbations au niveau du système nerveux central, donc au niveau essentiellement du cerveau, qui fait en sorte que quand vous arrêtez ou vous diminuez de beaucoup la substance, il va y avoir une perturbation du fonctionnement cérébral qui va entraîner un ensemble de signes et symptômes qu'on appelle le syndrome de sevrage ou syndrome de retrait. Pour ce qui est de la toxicomanie, bien que c'est un terme péjoratif, malheureusement perçu comme péjoratif, c'est tout simplement un état d'intoxication qui est engendré par la prise répétée d'une ou plusieurs substances toxiques qui va créer une dépendance physique ou psychologique. Et la toxicomanie représente dans les faits une recherche compulsive du plaisir par la prise du psychotrope ou le besoin de le prendre pour éviter une souffrance. Je tiens à souligner que la Cour suprême des États-Unis, en 1962, a clairement dit que la toxicomanie était une maladie et non pas un crime. Et finalement, j'ai fait cet histogramme qui compare les risques de dépendance aux psychotropes. Alors, on sera pour certains, peut-être pas d'autres, la substance qui provoque le plus de dépendance, c'est le tabac, avec 32% de cas. Évidemment,
C'est une étude qui a été reprise mondialement, l'étude d'Anthony Warner et Kessler. Ensuite, vous avez l'héroïne, 23%, la cocaïne, 16,7%, l'alcool, 15,4%, les stimulants, 11,2%, les anxiolytiques, 9,2%, le cannabis, 9,1%, les analgésiques, 7,5%, et les hallucinogènes, 4,9%. Alors, voici ce que j'avais à dire dans les généralités d'introduction aux psychotropes. Oui, merci, professeur Benhamar. Je suppose que, comme vous avez évoqué dans l'histogramme, les analgésiques, c'est les analgésiques opiacés. On verra ça. C'est essentiellement les analgésiques opioïdes, effectivement. Merci beaucoup. Donc, ça permet de refixer un petit peu les concepts pour qu'on sache de quoi nous parlons. Alors, la deuxième partie, c'est la dépendance aux psychotropes, le regard d'un spécialiste de tout ce qui est addiction au Maroc, à savoir le professeur Jalal Sofer, que je remercie du fond du cœur, sachant qu'il a un agenda extrêmement chargé, d'avoir accepté de venir vers nous, de nous accompagner, et que ça traduit l'importance que la pharmacie revêt pour nos confrères psychiatres dans la prise en charge autour du patient, et sachant que la santé mentale est une des priorités de notre système de santé au Maroc et au niveau mondial en fait. Alors, professeur Jalal Sofer, pour ceux qui ne le connaissent pas, est médecin psychiatre, mais je pense que beaucoup ont eu l'occasion de le rencontrer ou de l'écouter, est médecin psychiatre, diplômé de la faculté de médecine de Rabat et de Bordeaux. Il est professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de Rabat depuis 1997, ça fait pratiquement 24 ans, un quart de siècle, ça se fête. Il dirige aussi l'hôpital de psychiatrie El Razi de Rabat Salé. Il est auteur de très très nombreuses, c'est plus de 150 publications et communications scientifiques sur la santé mentale et sur les addictions. Il est vice-président du comité international des narcotiques, qui est ce comité international qui siège à Vienne sous l'auspice des Nations Unies et vient de revenir, me semble-t-il, d'une mission peut-être à Vienne, non? Et au niveau de l'OMS, il est membre du groupe de conseil et de travail sur les abus de drogue et aussi membre du groupe de travail sur le cannabis. Il est membre de plusieurs groupes et réseaux au niveau Méditerranée, au niveau Moyen-Orient, au niveau Afrique, pour tout ce qui touche donc aux mésusages et aux abus de drogue. Il est expert au niveau du groupe Pompidou au Conseil de l'Europe sur la prévention et la recherche autour des abus de drogue. Enfin, ses compétences spéciales ne se limitent pas à ça, puisqu'il est expert également en épidémiologie et biostatistique appliquée à la santé mentale. Il est donc membre de plusieurs ONG, organisations non gouvernementales, en lien avec la prévention des abus de drogue. Il est directeur de l'Observatoire marocain sur les addictions aux drogues. Il est conseiller du ministère de la Santé, il l'a été donc du temps du professeur Biyadillah, ministre de la Santé, et peut-être actuellement aussi sur les mésusages. Il dirige également un diplôme universitaire spécialisé sur les abus de drogue, de nombreux ateliers, de nombreux workshops. Et il participe régulièrement donc, à des émissions de médias, nous l'écoutons régulièrement, soit au niveau de la radio, plusieurs émissions, soit à la télévision, autour des thèmes de la santé mentale, des abus de drogue. Il est auteur, donc, je rappelle, de plus de 120 articles nationaux et internationaux. C'est dire la chance que nous avons de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Professeur Jalal Sofer, à vous la parole. Merci beaucoup, madame, et je vous remercie de vos mots gentils, et je vous assure que le plaisir et l'honneur est sans mien. Au contraire, moi je pense que je suis là pour apprendre de vous et d'apprendre de mes amis pharmaciens avec lesquels mais j'ai deux grands amis, deux de mes meilleurs amis sont pharmaciens. Donc vous imaginez que voilà, c'est toute une vie. Et puis nous travaillons beaucoup, je travaille moi personnellement avec beaucoup de pharmaciens autour de cette problématique des psychotropes. Et merci beaucoup de m'avoir invité et franchement je suis honoré. Et merci d'avoir eu des mots extrêmement gentils à mon égard.
Je suis aussi ravi de voir Dr Benamar sur l'écran, même s'il est très loin de nous, mais très près de notre cœur. Voilà, donc je vais aller très rapidement et puis j'espère qu'on va avoir le temps de nous étaler encore plus pendant la discussion. Il faut savoir que cette notion de psychotrope est régie par des principes fondamentaux et qui sont au corps même des conventions internationales relatives au contrôle des drogues. Vous avez la Convention unique sur le stupéfiant de 1961, qui a été modifiée par le protocole 72, vous avez la Convention de 1971 sur le substance psychotrope et vous avez les conventions des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de 1988. Il faut savoir que le Maroc a ratifié toutes ces conventions. Donc, le contenu de ces conventions prévaut sur la loi nationale lorsque celles-ci ne sont pas en contravention, en contradiction avec les conventions nationales. Le principe fondamental l'un des principes fondamentaux de la Convention unique de 1961, c'est celui-là. C'est que les parties sont soucieuses. Alors, quand on dit parties, les parties, c'est les pays signataires. On appelle parties, dans le jargon onusien, les pays signataires. Alors, les parties sont soucieuses de la santé physique et morale de l'humanité. Il faut savoir que toutes les lois, toutes les conventions sont d'abord orientées vers la sauvegarde de la santé physique et morale de l'humanité. La deuxième chose dont les conventions sont extrêmement jalouses, c'est qu'elles reconnaissent la nécessité de pouvoir accéder pour n'importe quelle personne sur cette terre, en tant qu'un droit essentiel, droit humain essentiel, de pouvoir accéder à tout ce qui peut être psychotrope et donc tout ce qui peut soulager sa douleur ou la guérir. Donc pour toute personne sur cette terre qui a besoin, les conventions sont là pour dire qu'il faut absolument que cette personne-là puisse accéder. Donc vous imaginez bien que si aujourd'hui un quelconque professionnel de la santé se met contre l'accès aux médicaments pour la douleur ou autre, il contrevient bien sûr aux conventions internationales et il est donc en contradiction avec les conventions internationales. Donc c'est extrêmement important de savoir que les conventions internationales font de ceci leur base. Alors, il y a d'autres principes qui sont fondamentaux, non seulement en rapport avec les conventions internationales, mais en rapport aussi avec ce qu'on appelle la résolution des Nations Unies sur les droits humains. Et vous voyez que dans le point 1224 de cette résolution, l'accès aux médicaments dans le contexte du droit de chacun pour justement pouvoir jouir des meilleurs standards de santé physique et mentale. Donc, vous voyez, c'est extrêmement important pour n'importe quelle personne de pouvoir accéder. C'est un droit de l'être humain. Lorsqu'une personne se présente avec une ordonnance à une pharmacie, avec n'importe quel médicament, je ne parle pas que des psychotropes, c'est un droit de cette personne d'avoir ce médicament. Et toute personne qui se met en obstacle contrevient donc aux exigences et aux obligations des conventions internationales et se met en porte-à-faux par rapport à ceci. Il y a aussi une chose qui est très, très importante qu'il faut comprendre, c'est que la Convention 71 sur le psychotrope dit une chose qui est très importante, c'est que nous savons que les médicaments sont importants, nous savons que les drogues sont importantes lorsqu'elles sont utilisées à des profits ou à des bénéfices, si vous voulez, médicaux et thérapeutiques, mais nous savons aussi que parfois, ça peut aussi entraîner des abus, des mésusages. C'est pour ça qu'il est extrêmement important que les parties, que les pays prennent toutes les mesures susceptibles de prévenir l'abus de substances psychotropes. Non seulement ceci, mais que les parties doivent favoriser autant que possible la formation du personnel. Et quand on dit la formation du personnel, la formation de tout le personnel intervenant dans la séquence de prise en charge. N'oubliez pas, et je vais le dire par la suite, que l'officine est un établissement de santé. Il est dit clairement que l'officine est un établissement de santé. Donc, c'est un établissement où les gens vont pour une partie de leur séquence de soins thérapeutiques. Donc, vous imaginez, si la personne n'est pas formée, la personne contrevient, encore une fois, aux objectifs onusiens dans le cadre de la Convention de 1961. Donc, c'est très, 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 très important de savoir tout ceci. Alors, vous savez qu'au Maroc, nous avons deux lois. La loi de 2 décembre 1922 qui régit les produits vénéneux et la loi 1704 qui régit un peu tout ce qui est en rapport avec les médicaments et la dispensation des médicaments, les médicaments à la pharmacie.
Alors, deux lois qui sont pour beaucoup de collègues et de confrères extrêmement obsolètes et qu'il va falloir peut-être refaire. Donc, vous voyez la loi du 2 décembre 1922, il n'y avait même pas mention de psychotropes, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les psychotropes comme on les connaît aujourd'hui. Donc, il y avait des substances vénéneuses. Et pourtant, on a fait des projections, dont on va parler tout à l'heure, enfin, si vous permettez dans la discussion, sur ce qui se passe aujourd'hui à partir d'une loi qui est extrêmement vieillissante. Vous voyez, cette relation patient, pharmacien, médecin, de par la loi, l'officine est un établissement de santé et il est extrêmement important de le considérer comme tel. Bon, le psychotrope, j'ai passé dessus, Dr Benhamar les a bien décrits. Il y a dans la Convention de 1971 ce qu'on appelle la liste verte, the Green List, qui va détailler par tableau tous les psychotropes qui sont sous contrôle international. Alors, très rapidement, il faut savoir qu'il y a des médicaments qui sont sous contrôle international et des médicaments qui ne sont pas sous contrôle international. Ceux qui doivent attirer notre attention, c'est les médicaments et les produits qui sont sous contrôle international. C'est-à-dire des médicaments qui soit n'ont absolument aucune utilité thérapeutique et ont des méfaits extrêmement néfastes sur la santé et notamment l'addiction, soit des médicaments qui ont plus ou moins un apport relatif pour la santé, mais qui ont toujours l'impact néfaste sur la santé et un risque d'addiction, et puis des médicaments qui ont un très bon apport sur le plan thérapeutique, mais qui gardent quand même un risque pour la santé, un risque pour l'addiction. Donc c'est ça les tableaux finalement que vous connaissez tous. Donc je ne vais pas, c'est juste rapidement, comme je vais vous envoyer la présentation, et quand vous allez la partager avec nos amis pharmaciens, ils vont voir la Green List et ça sera beaucoup plus clair, pas comme sur l'écran maintenant, on va avoir les différents tableaux. Alors, il y en a plusieurs. Mais tout ça pour vous dire que les psychotropes ne sont pas synonymes de dépendance, puisque sur les listes que je viens de passer maintenant rapidement, il y a énormément de psychotropes qui n'y figurent pas. Donc, il y a énormément de psychotropes qui ne donnent pas de dépendance. Il faut savoir que seuls les benzodiazépines, certains opioïdes, certains cannabinoïdes, notamment THC, certains autres antalgiques détournés de leur usage médical ou mal prescrits, risquent de donner une dépendance. On estime qu'entre 8 et 10% des benzodiazépines prescrites sur une durée de plus de 15 jours risquent d'entraîner une dépendance, et pas chez n'importe qui, chez certaines personnes particulières avec une prédisposition particulière. Donc, lorsqu'on fait des projections, lorsqu'on généralise et on pense que toutes les benzodiazépines vont donner des dépendances, ce n'est pas vrai du tout. C'est lorsqu'on les prescrit de façon longue, chez certaines personnes en particulier, avec des phénomènes de tolérance particuliers, une résilience beaucoup moins importante par rapport aux addictions, que cette addiction se développe. Alors que les psychotropes, vous voyez bien qu'il y a les psychotropes, on en a besoin. Les psychotropes ont énormément d'effets. Ils ont des effets antipsychotiques, ils ont des effets antidépresseurs, ils ont des effets anxiolytiques, hypnotiques, régulateurs de l'humeur, stimulants, anti-addictifs, antihistaminiques, muscariniques, antalgiques, etc., etc., etc. Des agents dopaminergiques, des agents qu'on peut utiliser aussi dans les troubles du comportement alimentaire et qui agissent par des mécanismes très particuliers sur le comportement alimentaire, etc. Donc, il y a beaucoup de psychotropes avec énormément d'indications, énormément d'applications thérapeutiques. Donc, on ne peut pas venir et résumer les psychotropes aux simples benzos, aux simples tranquillisants anxiolytiques qui, eux, peuvent donner une dépendance. D'accord? Et c'est très important de comprendre que les psychotropes changent la vie des gens, changent la vie des personnes. Les psychotropes guérissent des troubles mentaux. Les psychotropes stabilisent des troubles mentaux. Les psychotropes évitent la rechute dans les troubles mentaux. Les psychotropes permettent d'agir aussi sur l'observance thérapeutique dans les troubles mentaux. Les psychotropes permettent de sortir les malades qui ont des troubles mentaux de l'institution psychiatrique. Les psychotropes permettent aux gens de s'adapter à la vie normale. Les psychotropes permettent aux gens d'être productifs. Si vous prenez par exemple la méthadone donnée à quelqu'un qui était usager d'héroïne et qui est sous méthadone et qui va vaquer à ses occupations et qui travaille, qui est productif, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui court après l'héroïne. Donc vous voyez, ça permet une vie normale et ça permet surtout de rendre la dignité à la personne. Et ça, c'est très important. Donc lorsque vous vous mettez donc au travers de l'accès d'une personne au psychotrope, vous vous mettez au travers du retour de cette personne à une vie normale et à sa guérison. Et ça, c'est très important que les pharmaciens le comprennent. C'est très important que les pharmaciens comprennent qu'il vaut mieux pécher par excès que par défaut.
Moi, je préfère pécher par excès devant une ordonnance suspicieuse parce que ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi qui l'ai rédigé, que de pécher par excès et d'empêcher quelqu'un d'avoir accès à des médicaments qui sont extrêmement importants. Alors, très rapidement, les psychotropes. Alors, les psychotropes, la seule enquête au Maroc sur les psychotropes, ce sont des enquêtes en population générale que moi-même j'avais conduite et publiée avec le professeur Lohomari. On est à la 5e, on est le seul pays en dehors de l'espace européen à avoir des enquêtes MedSpad qui sont l'équivalent des enquêtes ESPAD européennes. Alors en Europe, les pays les font soit toutes les années, soit tous les 2 ans, soit les 3 ans. Nous, on les fait pratiquement tous les 4 ans. Et on sait exactement quelle est la consommation de tabac, de psychotropes, d'alcool et d'autres drogues. Alors très rapidement, voilà. Donc si vous voyez, c'est une enquête qui sont donc publiées dans beaucoup de revues. Alors, très rapidement, vous allez voir, alors le premier histogramme, c'est l'enquête de MedSpad de 2009. Alors, ce qui est en bleu, c'est les garçons, ce qui est en rouge, c'est les filles. Le premier point, c'est durant la vie, donc ce qu'on appelle la prévalence sur la vie. Le deuxième point, c'est la prévalence annuelle. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle la prévalence instantanée ou la prévalence mensuelle. Donc, vous voyez qu'en 2009, les garçons, il y a toujours un sexe ratio au profit des garçons. Les garçons utilisent beaucoup plus. On est à peu près à 5% sur la vie. Ça veut dire que 5% des lycéens de 15 à 17 ans en 2009 avaient utilisé à un moment ou à un autre les psychotropes. Que 3,4% des filles en 2009, entre 15 et 17 ans, ont consommé à un moment ou à un autre donc des psychotropes. On descend à 2,7% et 1,7% sur la dernière année, bien sûr, forcément, et on descend à 1,7 et 1% sur le 30 derniers jours. Alors, vous voyez qu'on est pratiquement au même chiffre en 2013, sauf qu'en 2013, la prévalence sur la vie, on voit les filles, donc excédant les garçons, et on voit aussi la dernière prévalence, la prévalence instantanée, est montée de 1,7 à 2,2%, de 1% à 1,5%. Donc, il y a une augmentation des nouveaux cas entre 2009 et 2013. Et en 2017, MedSpad, nous avons donc à peu près les mêmes chiffres au départ et à peu près les mêmes chiffres à l'arrivée. C'est la seule enquête en population générale sur l'usage de psychotropes au Maroc. Donc, comme je disais tout à l'heure, voilà les psychotropes qui sont susceptibles d'être addictifs. Vous avez les benzodiazépines apparentés, vous avez les opioïdes, les cannabinoïdes, et les autres psychotropes comme la prégabaline, etc., qui d'ailleurs, aujourd'hui, va peut-être être sous supervision internationale, sous contrôle international. Les benzodiazépines, vous les connaissez tous, autant que vous êtes, quand vous recevez des prescriptions, sur le Valium, voilà, alors on va dire le diazépam, le bromazépam, le razépam, l'oxazépam, le prazépam, le chlorazépam, le clobazam, pardon, le nordazépam, l'alprazolam, etc. Tout ce qui aujourd'hui s'utilise au Maroc. La règle absolue dans les benzodiazépines, c'est l'utilisation. En dehors de l'hospitalisation, en dehors du milieu hospitalier, une benzodiazépine, dans sa prescription, ne doit pas dépasser en principe 12 semaines. En principe, est prescrite de façon dégressive avant l'arrêt total. Il faut toujours débuter par la posologie la plus faible, rechercher la posologie minimale efficace, et surtout, il n'y a aucune raison d'avoir plusieurs anxiolytiques sur la même ordonnance. Quand vous avez plusieurs anxiolytiques sur la même ordonnance, c'est là où ça doit faire tilt dans votre tête. C'est là où ça doit ça doit sonner un petit peu faux dans votre tête. Arrêt progressif, parce que sinon vous faites des états de mal convulsifs extrêmement importants. Éviter ou limiter autant que possible la prescription chez les patients usagers d'alcool ou de drogue, parce que sinon vous allez substituer, parce qu'il y a une dépendance croisée entre l'alcool et les benzodiazépines. D'accord ? Alors vous avez les hypnotiques, on va passer dessus. Au Maroc, vous avez les opidam et les opiclones. Vous avez les non-benzodiazépiniques qui ne donnent pas forcément de pharmacodépendance, comme par exemple la mirtazapine, comme par exemple la myocérine, comme par exemple l'hydroxyzine, etc. Donc, sur les antihistaminiques, sur les antidépresseurs sédatifs qu'on utilise pour le trouble du sommeil, mais ça n'entraîne pas de pharmacodépendance. Ce qui ne donne pas de dépendance. Et alors là, c'est très important. C'est très important. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les antidépresseurs ne donnent pas de dépendance. Le seul antidépresseur qui, sur l'histoire récente, a été sous contrôle international, c'est la mineptine. Et la mineptine est enlevée du marché marocain.
Avant, c'était Survector. Mais s'il vous plaît, les antidépresseurs n'en donnent pas de pharmacodépendance. Arrêtez de dire aux gens pourquoi vous prenez les antidépresseurs, vous allez devenir dépendant. Je suis très honnête avec vous. On est en famille. Je vous considère comme des collègues et des amis. Mais s'il vous plaît, les antidépresseurs ne donnent pas de pharmacodépendance. Quand vous avez quelqu'un qui est sous antidépresseur, même si son ordonnance est périmée pour une raison X ou Y, s'il vous plaît, je vous conjure de lui donner au moins une boîte et de lui dire, pour ne pas interrompre son traitement, vous me ramenez, s'il vous plaît, une ordonnance renouvelée dans la semaine, dans les 10 jours qui suivent. Je vous donne donc 10 jours pour aller voir votre psychiatre, mais n'arrêtez pas l'antidépresseur. Les antipsychotiques, la même chose. Les antipsychotiques ne donnent pas de pharmacodépendance, s'il vous plaît. Les antipsychotiques ne donnent pas de pharmacodépendance. On n'a pas de pharmacodépendance avec l'aripiprazole, ou avec le Olanzapine, ou avec la risperidone, ou avec les autres antipsychotiques qui sont utilisés. Donc, les régulateurs de l'humeur, la même chose. Il n'y a pas de pharmacodépendance avec le lithium. Il n'y a pas de pharmacodépendance avec le valproate de sodium. Il n'y a pas de pharmacodépendance avec l'oxcarbazépine ou avec la carbamazépine. Il n'y a pas de pharmacodépendance. Et pourtant, malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsque certains patients se présentent, je ne sais pas, probablement aussi un peu, et peut-être beaucoup, je ne sais pas, je n'ai pas envie de spéculer, les aides pharmaciens se tirent les cheveux en disant aux gens, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi vous prenez ce traitement, et pourquoi vous prenez ces doses, et c'est beaucoup, et ça va entraîner de la pharmacodépendance, et ça va nuire à votre santé, ou alors vous êtes trop jeune pour avoir une dépression, on ne traite pas une dépression quand vous avez 16, 17 ans, 18 ans. C'est une catastrophe absolue, je vous le dis honnêtement, je pèse mes mots, c'est une catastrophe absolue. Un enfant de 2 ans peut avoir une dépression majeure, un enfant de 4 ans peut avoir une dépression majeure. Et plus tôt vous traitez les dépressions, moins le pronostic est mauvais. Plus le pronostic est meilleur, plus l'évolution de la maladie est meilleure, moins la personne fait des troubles dépressifs récurrents. Lorsque vous empêchez quelqu'un d'avoir un antidépresseur à 17-18 ans, vous créez un trouble dépressif récurrent. Vous créez quelqu'un qui va revenir en rechute, et il aura forcément une prescription beaucoup plus lourde. Et vous avez une morbidité catastrophique, et vous avez un citoyen qui n'est pas productif, un citoyen qui est consommateur de soins, un citoyen qui est absent et non productif. Donc, s'il vous plaît, et un citoyen surtout qui souffre, qui va souffrir non seulement de sa pathologie, mais qui va souffrir aussi de cette perception, de ces schémas mentaux que nous avons dans notre société par rapport à la santé mentale. Alors, ça se traite, les addictions, ça se traite. Alors, je vous ai mis ici tous les centres, les 18 centres qui sont aujourd'hui au Maroc spécialisés dans les addictions, et je vous ai mis même, comme ça vous pouvez les avoir, je vous ai mis même les contacts, les numéros de téléphone et les emails. Je vous assure, ça m'a pris du temps pour les avoir. Comme ça, vous pouvez orienter les personnes vers les centres d'addiction avec les contacts et les emails. Donc, vous avez 18 centres aujourd'hui. Le traitement de la dépendance psychotrope, il n'y a pas plus codifié, il n'y a pas plus critéririsé que ça. Autant il y a des gros problèmes avec le traitement de la dépendance à la cocaïne, autant il y a de gros problèmes avec la dépendance, par exemple, au cannabis. Alors, ce qui est critériser le plus, c'est l'héroïne, c'est les opioïdes et c'est les benzodiazépines. Alors qu'il y a de gros problèmes avec les amphétamines, la cocaïne ou encore ou alors, par exemple, le cannabis. Ça, c'est vraiment extrêmement compliqué. On sait faire beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus critériser avec le tabac, avec l'héroïne, les opioïdes et avec les psychotropes. Donc, s'il vous plaît, quand vous avez quelqu'un qui a des problèmes d'addiction aux psychotropes, envoyez ces personnes-là pour se faire traiter. Je vais vous donner, pour finir, une ordonnance et vous allez me dire ce que vous en pensez. Quel est le problème sur cette ordonnance? Je voudrais que vous, s'il vous plaît, que vous réagissiez à cette ordonnance. Ça, c'est une ordonnance donc que j'ai écrite tout à l'heure. Monsieur Brit Mebra, voilà, pour ne pas mettre Abdelkader Benani. Voilà, 5 comprimés le matin, je dis bien 5. 5 comprimés le midi, je dis bien 5. Et 10 comprimés le soir, je dis bien 10. À renouveler pendant 5 jours. Vous me direz ce que vous pensez de cette ordonnance. Je serais vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de cette ordonnance. Je ne vous dirai pas, mais on en discutera tout à l'heure. Alors, Valium 5 mg, 5 comprimés le matin, 5 comprimés à midi, 10 comprimés le soir. Merci beaucoup. Merci.
Merci, professeur Jalal Sofer. Merci d'avoir rappelé, et c'est vrai que l'officine est définie comme un établissement de santé, et donc à ce titre, le pharmacien doit contribuer à la meilleure santé de la population, sachant que l'OMS, vous l'avez rappelé, définit l'état de santé aussi bien physique que mental, et que tout ce qui touchera à la qualité de vie, l'insertion sociale des gens. Alors, j'ai une série de questions. Je vous remercie vraiment d'avoir répondu à nos attentes, parce qu'on vous avait interpellé justement pour nous dire l'ampleur du problème au Maroc, ce qu'il en est, les centres d'addictologie où ces addictions sont prises en charge, et où est-ce qu'on peut référer. En fait, ce serait peut-être un embryon d'une démarche à faire. J'ai retenu dans vos propos qu'il fallait initier des formations, et donc je crois qu'il faut qu'on aille dans ce sens. On ne peut prendre en charge correctement les patients qu'avec justement une formation adéquate pour le pharmacien et ses équipes. Je pense que ça se fait au Canada aussi. Vous nous avez rappelé que certains traitements sont essentiels et qu'il ne faut pas tout mettre dans le même panier, qu'il vaut mieux pécher par excès, renouveler éventuellement un traitement chronique pour une transition, en invitant la personne à aller reconsulter pour voir dans quel état est-ce qu'elle s'est améliorée ou non. Donc, vos messages, ce sont des messages essentiels pour les confrères, pour qu'on n'emporte plus de confusion, qu'un antidépresseur, il faut le renouveler, qu'un antiépileptique, il faut le renouveler, qu'un thymorégulateur, il faut le renouveler, qu'on ne peut pas tout, que la vigilance doit être interpellée par contre sur certaines benzodiazépines ou certains analgésiques, comme l'a souligné le professeur Van Amar, opioïdes ou d'autres substances. Donc, on nous a parlé des médicaments psychotropes et des substances psychotropes. Alors, j'ai des questions ici qui me sont parvenues. Notre consoeur Aïcha Zahi de Rabat. Alors, la question est, si le pharmacien d'officine met beaucoup de réserves pour la délivrance des produits psychotropes, c'est surtout pour des causes de mésusage, avec en plus des agressions envers nous. Et le mieux, c'est de collaborer avec nos collègues prescripteurs. Donc, c'est un état de fait que vécu, un climat anxiogène des pharmaciens, rapporté d'ailleurs dans les WhatsApp, où il y a des échanges, je l'ai constaté personnellement, où il y a des échanges. Est-ce que je peux servir cette ordonnance qui m'est provenue, que j'ai sous les yeux? Est-ce qu'elle est falsifiée? Elle n'est pas falsifiée, sachant que les falsifications sont très fortes. En ce moment, ils scannent des fois au mieux. Donc, c'est une question que j'adresse au professeur Jahed Tofek. Je pense que dans le même sens, par contre, notre président du Conseil national rappelle que certains patients peuvent raconter des mensonges et qu'il ne faut pas toujours croire ce qu'il en est, que ce n'est pas notre rôle de désorienter les malades. Une consoeur aussi toujours demande que c'est très important qu'elle vous remercie pour avoir listé les centres d'addiction et qu'on veut absolument communiquer avec ces centres d'addiction. Alors, c'est une question pour le professeur Jahed Sofer. Je dirais que moi-même, j'ai vu des ordonnances dans le style de ce que vous avez projeté, du centre d'addictologie du Casablanca, et où j'ai vu des dosages auxquels je n'étais pas du tout habituée. Pas du tout habituée. Donc, j'ai posé la question donc, à des amis psychiatres, et effectivement, ça se tient dans certains cas justement de sevrage ou ça peut se produire. Je ne répondrai pas à cette question sur le Valium, hein, mais ça nous arrive. Alors, la question, donc, c'est les agressions, le climat vécu par les pharmaciens. En fait, c'est pour justifier peut-être juste le fait de refus de délivrance qui, je souligne, est dangereux pour les patients, qu'il faut savoir mesurer un petit peu ce qu'il en est, essayer de détecter. D'ailleurs, on commence à avoir un sixième sens pour détecter les gens qui viennent pour un but de mésusage et les gens qui vraiment sont suivis. Dans nos officines. On est des espaces de santé de proximité. Nous connaissons les patients qui sont suivis régulièrement, et donc par rapport aux autres nouveaux. Je vous laisse répondre, professeur Jahed Sofer, et si notre ami Ben Amar veut nous dire tout à l'heure si ces situations se retrouvent au niveau du Canada, ou bien il y a des formations spécifiques et des réseaux déjà installés, déjà bien formés à ce niveau entre les prescripteurs et les pharmaciens. À vous. Alors, je vais être c'est une question philosophique avant tout.
Dans les années 90, à l'époque, j'habitais aux États-Unis et j'allais à l'université. L'université se trouve dans un quartier extrêmement pauvre. Johns Hopkins se trouve dans le Baltimore le plus pourri, la partie la plus pourrie de la ville. Il y avait des centres de méthadone à l'époque où on donnait de la méthadone. Et il y avait des gens avec des chiens, des bergers allemands, pour pouvoir faire face aux gens qui venaient pour agresser et demander la méthadone. D'accord? Est-ce que pour autant on a fermé ces centres? On ne les a pas fermés. Donc, si vous voulez, c'est une question qui est philosophique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre, parce qu'une supérette où il y a de l'alcool a été saccagée, est-ce qu'on peut se permettre de fermer toute la supérette alors qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'on peut se permettre de fermer les banques parce que parfois on fait les casses des machines, donc des ATM? C'est une question philosophique. Est-ce que les personnes qui ont besoin de médicaments de façon véritable et de façon authentique payent le prix de la minorité qui va venir attaquer cette pharmacie? Donc c'est une question philosophique. Et la question est non. On ne doit pas, je suis désolé, mais la majorité ne doit pas payer pour la minorité. La minorité, il y a, vous savez, nous, on se fait agresser tous les jours. On se fait agresser dans notre consultation de psychiatrie, que ce soit à l'hôpital ou ailleurs. Est-ce que pour autant on va fermer l'hôpital? Non. Si je vais vous faire une photo de tous les couteaux qu'on saisit, vous allez voir. Donc je suis désolé, nous vivons dans un monde où il y a de l'agressivité, où il y a de la violence, mais nous avons un métier, nous avons une fonction. Et ce métier et cette fonction, c'est de servir la population générale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez effectivement beaucoup de pharmacies, beaucoup d'officines qui se barricadent, beaucoup de pharmacies qui ont des caméras de surveillance, beaucoup de pharmacies qui peuvent se permettre d'avoir des agents de sécurité. J'en connais 2 ou 3 sur Rabat. Donc, ça dépend. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à votre question. Mais pour moi, c'est une question philosophique. Je ne peux pas me cacher derrière le risque que je vais un jour me faire agresser par un usager de benzodiazépines pour ne pas vendre les benzodiazépines pour ceux qui en ont besoin et qui en ont besoin de façon urgente. Professeur Delamarre, vous avez quelque chose à nous compléter de votre expérience? Je vais dans le même sens que le professeur Taoufik. Nous avons un rôle essentiel à jouer en tant que professionnels de la santé. Et d'ailleurs, au Canada, le pharmacien est plus consulté que le médecin pour des raisons pratiques. Je pense qu'il faut valoriser la profession. L'acte clinique est rémunéré au Canada. D'ailleurs, dans les pharmacies, il y a un petit coin de consultation où le pharmacien rencontre le patient et lui donne des conseils. Alors, les cas que vous soulevez sont quand même exceptionnels. Ce n'est pas que ça n'arrive pas, mais il ne faut pas faire l'autruche. Nous avons un rôle essentiel à jouer. C'est sûr qu'il faut faire preuve de discernement et quand nous voyons qu'un patient est perturbé, il faut avoir une approche différente. Mais nous sommes les gens du médicament. Nous sommes là pour rendre des services et pour donner des conseils en complémentarité avec le travail du médecin. Merci. Alors, on a retenu le message que le patient est au centre, justement. Donc, ce n'est pas un vain mot de dire qu'il est au centre des préoccupations et que franchement, il faut peut-être nous former justement pour cet accueil. Alors, vous avez parlé de la méthadone. Je ne sais pas si tout le monde connaît la méthadone, qui est un traitement substitutif justement à l'héroïne notamment, et donc c'est dans les centres d'addictologie que c'est délivré, pas du tout en officine, en tout cas à ma connaissance. À ma connaissance, c'est strictement dans les centres d'addictologie. Une question qui va dans ce sens. Certaines addictions sont traitées. Vous l'avez évoqué vous-même que certains psychotropes sont utilisés, ou benzodiazépines ou autres, pour traiter les addictions. L'alcool, qui notre ami Ben Amar l'a montré, 39% de risque d'addiction, est traité par le Lioresal, qui vient d'avoir une AMM, me semble-t-il. En tout cas, l'AMM a été consentie en France. Est-ce que c'est le cas au Maroc? Est-ce que c'est hors AMM ou avec AMM? C'est hors AMM. Hors AMM. On l'utilise beaucoup, le baclofène, on l'utilise beaucoup. Baclofène, c'est ça. Comme il n'y a que le Lioresal, donc… Oui. On l'utilise beaucoup. Enfin, moi,
Il y aurait eu dans l'Altrexone au Maroc, on utiliserait beaucoup plus l'Altrexone. Donc, les patients font venir l'Altrexone, malheureusement, d'Espagne ou de France, malheureusement, parce qu'on ne l'a pas encore au Maroc. Alors, l'Ioresal ne donne pas d'excellents résultats, il ne faut pas croire, franchement, Oui, ça ne donne pas d'excellents résultats. Ça, vous savez, l'alcool, c'est comme les autres drogues, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont de très très bons répondeurs, et puis des personnes qui sont beaucoup moins, on va dire, répondeurs, moins que les autres. Mais l'alcool, comme les autres drogues, n'est pas qu'une histoire de médicaments. Vous avez dit tout à l'heure la méthadone. La méthadone ne règle pas le problème seul. C'est un package, c'est un ensemble d'interventions. C'est une intervention où il y a la pharmaco-assistée, mais aussi de psychothérapie, de réinsertion, etc. etc. C'est un package. Le traitement de l'addiction est un package. Il ne faut pas croire que c'est juste une histoire de médicaments. très bien. Alors, toujours une question, pourquoi reçoit-on des prescriptions avec plusieurs anxiolytiques alors qu'il suffit d'un seul qui s'avère suffisant? Je crois que la réponse a été donnée tout à l'heure par le professeur Jalal Sofer, c'est qu'il n'y a aucune raison Il y d'avoir… a raison d'avoir deux benzos dans et la que au contraire, c'est ce qui doit interpeller. même. Euh, une suggestion, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de mettre en place une commission de travail entre pharmaciens et psychiatres afin de trouver des solutions? Je vous parle en connaissance, j'ai été agressée dans ma pharmacie et je ne le souhaite à personne. Alors, je crois que là aussi, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Vous l'avez répondu aussi que vous n'avez pas fermé les J'ai été centres. agressé à plusieurs reprises. Ça fait 31 ans que je fais ce métier. J'ai été agressé à plusieurs reprises. J'ai été giflé, on m'a craché dessus. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais il ne faut pas oublier voilà, que c'est des malades, que les malades sont des malades et que les gens qui viennent avec une dépendance, c'est aussi des malades. Il faut toujours se mettre en tête que quelqu'un qui a une addiction, l'addiction est une maladie chronique du cerveau avec rechute. C'est une maladie chronique du cerveau avec rechute. Ne devient pas dépendant qui veut. Et la dépendance est une maladie comme les autres. Bien sûr, avec l'agressivité, avec la violence, etc. Mais vous avez aussi des épilepsies avec agressivité, vous avez aussi d'autres troubles du comportement avec agressivité dans d'autres maladies. Mais encore une fois, c'est une question philosophique. Est-ce que parce qu'on a été agressé une fois, qu'on va carrément être en contravention avec les conventions internationales et ne pas faciliter l'accès aux soins? Parce que si quelqu'un vous poursuit en justice, vous êtes en contravention avec la loi qui prévaut sur votre loi nationale. C'est que la première des choses, c'est l'accès aux soins et l'accès aux médicaments. Vous êtes obligé de donner le médicament. Et si vous ne l'avez pas, vous êtes obligé de le commander. Tout à fait. Ben oui, imaginons quelqu'un schizophrène qui est sous traitement et qu'on arrête son traitement, il décompense, il va tuer quelqu'un, c'est déjà arrivé. Absolument. Voilà. Alors, on a parlé beaucoup des psychotropes, des substances psychotropes, mais on voit des comportements de plus en plus sur des médicaments qui sont, bon, les psychotropes sont soumis à prescription, mais on a des produits qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire, qui sont les antitussicifs opiacés, où on voit des fortes demandes, le E-fond d'autres sirops qui sont utilisés pour faire des cocktails. Les gens vont sur Internet, sont au courant de ces mixtures, de ces mélanges. Les jeunes lycéens les utilisent. Vous avez évoqué tout à l'heure dans votre enquête justement que c'est au niveau de l'âge adolescent que ça s'initie. Moi, je pose la question. Il serait souhaitable, donc, de faire un travail de fond pour sensibiliser les pharmaciens et leurs équipes sur la prise en charge des patients, ou tout au moins les patients de leur quartier qui connaissent bien, de faire en sorte qu'ils puissent avoir leur traitement et de coopérer, comme l'a dit Mme Zahi, avec les prescripteurs. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre en place une formation pour que le pharmacien soit impliqué dans l'addictovigilance, d'une part, et puisse contribuer également pour détecter ou même signaler s'il voit des comportements nouveaux qui s'installent au niveau du Maroc? Alors, je vais répondre, si vous me permettez, à cette question. Vous soulevez une question essentielle qui est la formation continue. Au Canada, c'est obligatoire et ce n'est pas pour donner plus de travail aux pharmaciens, c'est que en se tenant au courant des nouveaux développements, le pharmacien va être valorisé et va donner un meilleur service aux patients. Alors, je pense que c'est essentiel d'aller dans ce sens-là. Tout à l'heure, vous avez mentionné la méthadone. La méthadone est délivrée en pharmacie au Canada et nous avons très peu de cas d'agressivité. Le pharmacien a le dossier patient de la personne. Il va venir boire sa méthadone à la pharmacie une fois par jour
et il va repartir. Donc, comme l'a dit le professeur Taoufek, nous devons remplir notre rôle de professionnels de la santé, surtout de service à la population. Et effectivement, j'encourage des formations comme nous donnons au Canada. Il y a des certificats, il y a des diplômes spéciaux pour les médecins et pharmaciens sur les dépendances. Et ça va nous permettre, à nous professionnels de la santé, d'être mieux outillés pour faire face à cette problématique de dépendance aux psychotropes. Nous avons retenu que nos deux experts nous alertent, nous interpellent sur la nécessité d'une formation permanente, d'une formation spécifique sur ce volet donc, de la santé, qui est la santé mentale au Maroc, et sur le volet des addictions. Professeur Janet Sofer, vous avez parlé de l'alcool tout à l'heure en disant que les traitements pour le sevrage, il y a des traitements, mais il y a que d'autres alternatives. Vous avez évoqué donc tout ce qui est comportemental. Moi, je vous demande, c'est les questions qui étaient revenues quand on avait programmé ce webinaire. Quelle est la place pour, par exemple, pour le sévrage tabagique, de l'acupuncture, la place de l'hypnose médicale, ou même certains ont évoqué l'homéopathie qui a été contestée en France, mais en tout cas, c'est des questions qui nous sont venues des confrères. Que pouvons-nous en dire? Alors, il y a une chose qui est très, très importante et qui est aussi on va dire, pas une réclamation, mais une sorte de notion fondamentale aux Nations Unies, au niveau de l'OMS, c'est que tous les programmes thérapeutiques, de quelque nature que ce soit, doivent être basés sur les faits scientifiques. On ne peut pas proposer à des citoyens, quel que soit le pays, du Burkina Faso à la Russie, en passant par Une le... médecine basée sur les preuves. Il faut absolument que ce soit basé sur les preuves scientifiques. Or, il n'y a absolument rien qui prédestine l'homéothérapie à être une technique thérapeutique basée sur la science. Ce qui est basé sur la science pour le tabac est connu. C'est la varénicline et le bupropion comme effet sur le cerveau. C'est les patchs comme substitution. Et c'est la réduction des risques. La réduction des risques, c'est-à-dire passer la cigarette électronique, mais pas n'importe quelle cigarette. La seule qui aujourd'hui a un petit intérêt au niveau de l'OMS, où il y a des études dessus, très sérieuses, c'est la nicotine chauffée, donc pas la nicotine brûlée. En dehors de ça, l'évidence scientifique. Et, ah oui, il y a aussi, avec ou sans... L'entretien motivationnel, moi j'ai suivi une formation d'entretien motivationnel. La TCC, la thérapie motivationnelle. Surtout la TCC, c'est elle qui a démontré donc une supériorité sur le plan d'efficacité comme adjuvant aux autres techniques thérapeutiques pharmaco-assistées. Ça, c'est très, très important. Donc, ce qui n'est pas de l'ordre de la science n'est pas de l'ordre de la science. Et je ne peux pas spéculer ou faire de la supputation sur quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la science. Quand c'est prouvé scientifiquement, c'est bon. Quand ce n'est pas prouvé scientifiquement, on reste des scientifiques et on attend que ce soit prouvé un jour scientifiquement. Si demain on me dit 1 kilo de menthe par jour vous enlève l'alcool et que c'est prouvé scientifiquement, allons-y, mangeons 1 kilo de menthe. Mais jusqu'à ce que ça soit prouvé scientifiquement, ce n'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Permettez-moi de TCC pour les confrères, c'est thérapie cognitivo-comportementale, c'est ça? Pardon? TCCC, pour que les gens... La TCC, c'est la thérapie cognitive comportementale. Voilà. Il y a deux choses qui agissent sur le changement de la perception de la chose, de la personne par rapport au produit et par rapport à des idées que se font les gens par rapport au produit. Je ne peux pas m'en sortir, je ne peux pas arrêter, etc. etc. J'en ai besoin, il faut absolument que je prenne. C'est la seule chose qui me détend, c'est la chose qui me fait ceci, cela. Et comportemental agit sur la partie comportementale. Allumer une cigarette, avoir le paquet de cigarettes, acheter le paquet de cigarettes, fumer, les tafs, etc. Donc, c'est un ensemble de choses qui font que c'est les techniques les plus efficaces. Alors, j'ai une question pour vous deux, mais très rapidement, j'y viens, ça c'est adressé à vous deux. Alors, le cannabis médical est à l'ordre du jour. Quel est l'état actuel très brièvement, concernant le cannabis médical thérapeutique au niveau mondial? En France, je crois que l'expérience démarre que pour les cas qui sont résistants aux analgésiques, certains analgésiques
un certain traitement antidouleur. Qu'en est-il au Canada et qu'en est-il au Maroc? Bon, comme vous savez, le Canada a légalisé l'usage thérapeutique du cannabis en 2001, mais c'était bien encadré. Et depuis le 17 octobre 2018, même le cannabis récréatif est autorisé. Mais on va se limiter, bien sûr, au cannabis médical, puisque le cannabis peut engendrer plusieurs effets aigus et chroniques que je ne développerai pas ici. Il y a actuellement un peu plus de 50 pays dans le monde qui ont légalisé le cannabis médical. Le potentiel des cannabinoïdes est énorme. Il y a une grande différence à faire entre le THC, qui est le tétrahydrocannabinol, et le cannabidiol, puisque le tétrahydrocannabinol est psychoactif, alors le cannabidiol ne l'est pas. À mon avis, le potentiel pour l'avenir, c'est surtout le cannabidiol qu'on va voir, et je citerai par exemple le traitement de l'épilepsie, certaines formes graves d'épilepsie comme le syndrome de Lennox-Gastaut et de Dravet. Eh bien, le cannabidiol, commercialisé sous l'appellation d'Epidiolex, a été approuvé aux États-Unis par la Food and Drug Administration en 2018 et l'Agence du médicament en Europe en 2019. Il a donné des très bons résultats qui ont d'ailleurs été publiés dans des revues très prestigieuses comme le New England Journal of Medicine ou The Lancet. Il y a d'autres applications, bien sûr, pour le cannabidiol, certaines pour le THC. Et ce que le Canada a fait, c'est et le Maroc va faire aussi, j'en suis bien content. Très brièvement, juste le pharmacien. Il faut un bon encadrement pour les cannabinoïdes et éventuellement un jour, comme c'est le cas aux Pays-Bas, le pharmacien sera amené à délivrer du cannabis thérapeutique quand il y aura un numéro d'identification de médicaments, comme le fera le Canada. Voilà. Merci beaucoup, professeur Benhamar, sachant qu'en France, l'expérience démarra que sur quelques pharmacies, et puis après, c'est au niveau hospitalier. Professeur Jaël Sofler. Alors, très rapidement, ça c'est vraiment mon métier, ma fonction au niveau de l'Organe international de contrôle supérieur. D'abord, il n'y a pas de légalisation du cannabis médical, puisque le cannabis médical est légalisé. L'article 4, paragraphe C de la Convention 161 dit clairement que si vous voulez faire du cannabis médical, qu'il n'y avait aucun problème par rapport à ça. C'est une réglementation. Les gens disent parfois légalisation à tort, mais c'est réglementation. Il faut réglementer. Très rapidement, le cannabis médical, vous avez deux composantes dans la plante du cannabis ou synthétiquement, très rapidement, le THC et le cannabidiol. Alors, vous avez des composantes, des mélanges. Vous avez des ratios de 1-1, vous avez des ratios de 1-2, mais chaque fois qu'il y a le THC, il est sous contrôle international. Quand le cannabidiol est synthétique, il y a 0% THC, il n'est pas sous contrôle international. Quand la cannabidiol est naturelle, il est obligatoirement teinté d'un peu de THC parce qu'on ne peut pas techniquement l'extraire de façon pure. Quand c'est moins de 0,2% en Europe, quand c'est moins de 0,3% aux États-Unis de THC, il n'est pas sous contrôle international. Donc le cannabidiol n'est pas sous contrôle international lorsqu'il contient moins de 0,3 ou moins 0,2% de THC. Le THC reste toujours sous contrôle international. Le cannabidiol et le THC, c'est un ensemble de choses. Le dronabinol, c'est depuis les années 60. On connaît les applications de THC sur le plan pharmacologique. Le cannabidiol aujourd'hui, qui est la star mondiale, comme l'a dit le docteur Benhamar, c'est la douleur sévère, c'est la plasticité, la rigidité, pardon, de la sclérose en plaques, c'est l'épilepsie résistante de l'enfant, c'est un ensemble c'est beaucoup d'applications thérapeutiques. Et c'est pour ça que je l'ai rajouté tout à l'heure quand j'ai mis cannabinoïdes, avant même qu'il rentre au Maroc, je l'ai mis exprès tout à l'heure. Je l'ai mis parce qu'il faut savoir que le cannabinoïde peut être détourné de son usage médical et peut être aussi donc sujet à la dépendance lorsqu'on parle du THC. Merci pour ces réponses très précises. Je rappelle que notre ami professeur Benhamar est conseiller du ministre de la Santé du Québec et du Canada pour tout ce qui touche au cannabis thérapeutique et qu'il a été auteur également d'ouvrages. J'ai assisté moi-même en Tunisie à une présentation qu'il a faite sur le cannabis en général. Officine Expo, je rappelle qu'il nous avait pour la première fois animé une conférence sur le cannabis thérapeutique. Alors, pour terminer, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Mon ordonnance.
Votre ordonnance, oui, on va y revenir, oui. Alors, en parlant d'ordonnance, justement, les ordonnances, actuellement, au niveau des médias, on a parlé beaucoup des ordonnances sécurisées pour l'ensemble des psychotropes. C'est ce que j'avais compris, si j'ai bien compris. Ça a soulevé des interrogations au niveau des pharmaciens déjà, quelques-uns qui ont évoqué que c'est complexe et que ça ne va pas être simple à gérer et qu'il y a une incompréhension. Et au niveau nos confrères psychiatres, je ne sais pas si l'information, s'ils sont dans le même état que nous, il y a une incompréhension également. Alors, quid de ces ordonnances sécurisées? Est-ce que, je crois qu'en France, si je ne me trompe pas, ça concerne que les stupéfiants ou assimilés stupéfiants, pas les psychotropes forcément. Alors, je sais, est-ce que vous pouvez nous éclairer, professeur Jaët? Pour l'ordonnance sécurisée, Oui, c'est pour les médicaments sous contrôle. C'est pour les médicaments sous contrôle. Enfin, en tout cas, dans la plupart des pays du monde, pour l'ordonnance sécurisée, c'est pour les médicaments sous contrôle. Donc, les médicaments qui sont sous contrôle international, donc stupéfiants. et la méthode, les produits substitution, je crois. Alors, on ne parle plus de. Justement, ils sont sous contrôle. On parle beaucoup moins. D'ailleurs, même la codéine. Tout à l'heure, vous avez parlé des médicaments antitussifs parce qu'il y a la codéine dedans. Il y a le tramadol, qui est un opioïde qu'on utilise l'argamanu à tort et à travers aujourd'hui, alors que normalement, les antalgiques, quand on en a un opioïde, doivent être réservés pour la douleur aiguë. Et pas Ils pour la intéressent chez vous, je pense, finalement, les gens qui ont fait des abus de tramadol. Ben oui, c'est pour ça que aujourd'hui, malheureusement, dans le monde, il y a une pandémie terrible de mort par overdose des opioïdes. Et il ne faut pas oublier que le tramadol est un opioïde. Et que le tramadol aujourd'hui est l'une des drogues de prédilection en Égypte et au Moyen-Orient. Et en Afrique subsaharienne, et ça va monter, ça va venir. Alors que la prégabaline aussi maintenant. La prégabaline, beaucoup moins, beaucoup moins. Le tramadol ne doit pas être donné pour les douleurs chroniques. Il ne doit pas être donné ad vitam aeternam pendant 3, 4 mois, 5 mois, comme on le voit aujourd'hui. Ou le donner complètement comme ça, parfois même sans prescription. Pour revenir à l'ordonnance sécurisée, pour moi, j'ai absolument aucune. Vous savez, quand on fait bien son métier et quand on le fait correctement, il n'y a pas de problème à avoir une ordonnance sécurisée, au contraire. Le seul problème pour moi, c'est de ne pas rajouter un frein supplémentaire à l'accès aux soins et à l'accès aux médicaments. Si c'est une condition sine qua non, si l'ordonnance sécurisée n'est pas une entrave à l'accès du malade aux soins, pourquoi pas? Si ça constitue une entrave de l'accès du citoyen aux soins, c'est un problème. Alors, on va revenir. J'ai quelques questions, mais professeur. Est-ce que vous me permettez, oui, pardon. pourriez-vous me permettre de compléter ce qu'a dit le professeur Tawfiq? Oui, bien sûr. Bien, alors je vais vous parler de l'expérience canadienne et je vais commenter son ordonnance. Au Canada, comme beaucoup de pays en Europe et même au Maroc, nous avons un abus des benzodiazépines. Alors, au Canada, les benzodiazépines sont des substances qu'on appelle ciblées depuis 2000. On ne peut pas faire de transfert d'ordonnance d'une pharmacie à une autre et nous avons un problème d'abus, surtout chez les personnes âgées. Il y a des gens qui prennent des benzodiazépines pendant plusieurs années, alors que la Food and Drug Administration a clairement dit que leur efficacité n'a pas été démontrée au-delà de 6 usages continus. Et à quelques exceptions près, le compendium des produits et spécialités pharmaceutiques, qui est un peu le codex des pharmaciens, recommande de ne pas dépasser un usage de 2 semaines avec les benzodiazépines, sauf dans des cas particuliers. C'est ce qui est recommandé, je pense, un peu partout. Alors, vous voulez qu'on revienne à votre ordonnance? Quelqu'un parmi nos participants a réfléchi à l'histoire du Valium 5510? L'ordonnance qui a été. On peut la reprojeter? Je vais vous enlever l'épine du pied très rapidement. Oui. Alors, vous savez, n'importe quel pharmacien qui recevrait cette ordonnance dirait non. D'accord? Et pourtant, vous avez mis « je dis bien ». Voilà, et pourtant, c'est un personnel navigant de la Royal Air Maroc qui était à 40 comprimés de Valium.
Elle Incroyable. est en désescalade alors. Aujourd'hui, on est en train de diminuer. D'accord. Vous voyez que c'est facile de C'est la juger désescalade. lorsqu'on ne connaît pas le patient. C'est très facile de juger d'une ordonnance lorsqu'on ne connaît pas le patient. C'est exactement la réponse qu'on avait apportée parce que j'avais pris soin d'appeler. J'ai gardé l'ordonnance d'un patient qui venait d'un centre d'addictologie. Et donc, c'est là où on m'a expliqué que c'était normal, c'est la désescalade, on est obligé de passer par ces étapes-là. Donc, comme quoi la communication est importante et même la formation. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de certains workshops ensemble. Alors, avant de conclure, parce que j'ai encore quelqu'un qui, docteur Dbar, l'acupuncture méthode Chiapi a été prouvée scientifiquement pour son efficacité pour le sévrage du tabac et d'autres drogues. L'étude a été faite en France par le docteur Yves Rekana sur 20 000 fumeurs, 80% de sevrage à partir d'une séance. Ainsi qu'un doctorat d'une thèse de doctorat de médecine à Marrakech sur la méthode Chiapi ou Chispi. Chiapi. Non, j'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu. Vous la trouverez nulle part dans une revue scientifique majeure, à un comité de rédaction. Donc, vous ne la trouverez pas. Et l'OMS ne reconnaît que les publications dans une revue majeure avec, comme le docteur Naamar va le confirmer, que dans une revue majeure avec comité de rédaction. Pourquoi? Parce que c'est les seules revues où on va être extrêmement tatillon sur la méthodologie. Je vais répondre à cette question qui me semble primordiale et je suis tout à fait d'accord avec professeur Tawfiq. Écoutez, quand on veut juger une publication, il faut qu'elle soit revue par les pairs et il faut que les résultats soient reproduits. Ce que la littérature scientifique nous dit, et j'en parle dans mes livres, c'est que ce qui a été démontré comme efficace, c'est les substituts nicotiniques, le bupropion et la varénicline. Alors, ces thérapies-là doublent approximativement les chances de succès comparativement à un placebo. Et si on combine un substitut nicotinique, le bupropion, la varénicline, avec la thérapie cognitivo-comportementale, on améliore les chances de succès. Maintenant, je suis tout à fait d'accord et je respecte beaucoup Dr Dbar que je connais. L'acupuncture, l'homéopathie, le laser et d'autres thérapies n'ont pas démontré irréfutablement leur efficacité, hein, sauf dans des exceptions peut-être qui sont mentionnées, mais ce n'est pas des études qui ont été reproduites et qui sont reconnues mondialement sur le plan scientifique. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés donc au temps qui nous était imparti pour ce webinaire. Je sais qu'on restera sur la soif et qu'il faudrait que nous en ayons d'autres. Quels sont vos mots de la fin pour les pharmaciens? S'il y a des messages forts, vous les avez formulés, mais s'il y en a un ou deux que vous souhaiterez formuler, si vous voulez bien nous les redire, s'il vous plaît, en retenant que sur l'ordonnance qui a été donnée, il faut prendre donc ne pas être choqué face à ce type d'ordonnance sans avoir pris l'initiative de contacter le prescripteur et de vérifier avec lui si ce n'est pas dans un schéma de prise en charge d'addiction. Voilà. Alors, je commence par qui? Notre Canadien notre ami professeur Tawfiq. Professeur Jaël. Merci beaucoup. Non, moi, je suis d'abord, c'est un plaisir, je vous dis honnêtement, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'avoir participé. Je remercie toutes les personnes qui sont connectées. Moi, j'ai un seul souhait, c'est qu'on puisse faire notre travail correctement. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les médecins répondent aussi aux pharmaciens lorsqu'ils les appellent. Il faut aussi que les pharmaciens, quand ils appellent les médecins, que les médecins puissent être joignables, qu'ils puissent répondre aussi correctement. Moi, ce qui me dérange, c'est que parfois les pharmaciens appellent et ils appellent parfois les cabinets privés, l'assistante les remballe, alors que ce n'est pas normal. Un pharmacien doit être pris tout de suite en communication. Ça peut être une urgence. En général, ça n'attend pas quand il y a un citoyen dans une officine. Ça ne peut pas attendre 2 heures, ça ne peut pas attendre qu'on termine son acte ou qu'on termine sa consultation. Il n'y a aucun problème à ce qu'on interrompe sa consultation. Ça prend 2 secondes. Et ces 2 secondes-là peuvent sauver une vie. Ces 2 secondes peuvent entraîner… moi, j'ai toujours rapidement l'exemple de quelqu'un qui est sur la lamotrigine et que j'ai reçu la
la pharmacienne, qui est d'ailleurs une aide pharmacienne, qui n'est même pas le pharmacien, qui m'a dit elle se gratte. Et, elle commençait donc à l'AIL. Et heureusement que j'ai pris le téléphone. Heureusement qu'on a arrêté la lamotrigine chez cette personne. Donc, vous voyez, il faut absolument aussi que le médecin fasse son mea culpa. Il faut aussi que les gens écrivent correctement les ordonnances. Moi, je lui dis, honnêtement, il faut que les médecins écrivent correctement les ordonnances. Il faut qu'ils les écrivent non seulement correctement pour qu'ils soient lisibles, mais correctement aussi dans leur formulation. Il faut absolument qu'ils déterminent toujours la durée des traitements. C'est très important que la durée de traitement soit prescrite. Et donc, ce n'est pas qu'une histoire de pharmacien, c'est une histoire de responsabilité mutuelle. Merci, professeur Jalal. Ben Ammar? En ce qui me concerne, voilà 42 ans que je suis au Canada. Je suis toujours très content de revenir à mon pays d'origine et d'échanger avec mes collègues pharmaciens du Maroc. J'ai 3 remarques à faire. Je pense que, premièrement, le pharmacien doit prendre la place qu'il mérite. Si nous, on ne se défend pas pour cela, ce n'est pas quelqu'un qui va nous le donner. Nous sommes les spécialistes du médicament. Nous devons mettre l'accent sur la pharmacie clinique parce que nous ne sommes pas seulement des gens qui délivrons des médicaments, mais nous devons donner des conseils à nos malades. Et donc, nous avons un rôle important sur le plan clinique à jouer en complémentarité avec le médecin. Deuxièmement, je parlais avec des amis psychiatres au Maroc et qui me disaient qu'il y a un petit malaise entre médecins et pharmaciens dans le cas de la substitution du médicament. La substitution du médicament se fait de manière tout à fait commune au Canada. Je te remercie parce que vous avez été extrêmement complémentaires. La formation est essentielle. Qu'au Canada, vous travaillez en réseau et que les pharmaciens sont impliqués dans de nombreuses missions et reconnus dans ces missions. La mission d'addictovigilance aux côtés des médecins est importante. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir répondu à nos attentes. Je retiendrai qu'il est extrêmement important de revoir un petit peu tout ça au regard de la réalité marocaine et d'aller dans le sens vraiment de se former à la prise en charge des patients pour la santé mentale, pour l'addiction et de pouvoir contribuer justement au bien-être de nos populations. Merci infiniment, professeur Jalal. J'espère que vous reviendrez vers nous. Nous vous solliciterons. Parce que peut-être faudra-t-il élaborer, vous animer un DU sur les addictions. J'invite mes confrères de Rabat qui le souhaitent à s'inscrire dans ce DU s'il est effectivement ouvert aux pharmaciens en plus des médecins. Je ne sais pas, vous me répondrez. Faute de quoi, peut-être qu'il faudra mettre en place un petit cours approfondi peut-être sur les benzodiazépines, sur ces substances psychoactives et sur l'accompagnement de la prise en charge des conduites d'addiction et d'abus de drogue. Voilà. Et à très bientôt. Merci aux pharmaciens qui nous ont suivis, qui ont envoyé leurs questions. Je suis désolée pour les dernières questions qui sont arrivées, mais nous sommes au bout de notre webinaire. Et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.